Diplômé de l'École nationale d'architecture de Normandie, promotion 1994, puis de l'École supérieure de création industrielle, cette fois-ci à Paris, il est considéré comme le designer malien. Il nous fait l'insigne honneur de nous recevoir chez lui, dans son temple, au sein de sa maison, on va le dire ainsi. Aujourd'hui, un thé avec Ressoa, Cheikh Diallo, très heureuse de l'avoir en ma compagnie parce qu'il faut le reconnaître. Cheikh Diallo, c'est vraiment une grosse pointure dans le domaine de l'architecture, mais pas que, dans le domaine également du design. Aujourd'hui, très heureuse de vous recevoir. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'essaye d'aller très bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Alors, je le disais à l'introduction, vous êtes architecte de formation, mais pas que, vous êtes designer également. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir embrassé ce métier, cette formation d'abord d'architecture, est un héritage? Parce qu'on le sait, Feu Diallo, père, était un architecte également. C'est tout à fait ça. J'ai découvert le design après mes études d'architecture. Une fois fini, je voulais rester un peu plus en France pour parfaire ou compléter ma formation d'architecte. Et j'ai découvert cette discipline qui est celui du design. Le design m'a pris à la gorge et m'a plus jamais lâché. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Parce que, est-ce que vous conciliez design, architecture? Comment ça se passe concrètement? Parce que quand on regarde chez vous, on est entouré de pièces qui donnent l'impression d'être des pièces uniques, des pièces minimalistes, mais aussi des pièces en plus grande forme. Il faut comprendre que les architectes d'antan étaient des designers. Je me demande même, je crois qu'il y a une sorte de polémique qui s'est installée. Ce sont les architectes qui ont créé le design. À l'époque, l'architecture était pluridisciplinaire, embrassait tous les corps de métier. Et il était tout à fait naturel que les premiers designers s'exerçaient à créer des objets. Le pas est très simple. Parfois, il me vient à l'idée de dire que le design, c'est de la petite architecture. Et pour moi, un designer comme un architecte sont des chefs d'orchestre tout simplement qui composent la musique et les musiciens qui sont ces artisans, ces entreprises réalisent la chose. Mais quand on parle de design, on a l'impression qu'il s'agit juste de faire de la décoration. Comment s'est installée cette confusion dans l'esprit des gens? Parce qu'on connaît mal le métier de designer. Mais il y a une très grande différence entre architecte, designer, maintenant architecte d'intérieur et décorateur. D'accord. C'est question de responsabilité. Quand on est architecte des PLG, vous êtes missionné pour concevoir un environnement. Ça va du bâtiment jusqu'à l'urbanisme. Le designer, c'est uniquement que des produits. Voilà. Pensez voiture, pensez locomotive, pensez avion, pensez objet, meuble et même téléphone. Derrière ça, il y a toujours un designer. Et le décorateur, c'est celui qui vient, comme on dit, décorer. Décorer, ça veut dire que quand tout est fini, quand il faut mettre la touche, là, ça ne modifie pas la structure, ça ne modifie pas la conception du bâtiment, ça vient juste maquiller et donner une certaine gaieté et un certain conformisme à l'édifice. Donc, un designer comme un architecte, c'est 6 ans ou bas mot après le bac. Un décorateur, demain, vous pouvez être formé. C'est vrai que la nuance
peut ne pas être très vite comprise, mais il y a une très grande différence déjà au niveau de la formation. Mais au-delà de ça, vous, en tant qu'architecte designer, vous êtes dans le métier depuis presque 30 ans, on va le dire ainsi, sinon plus. Comment vous arrivez à confectionner, à réfléchir? Parce que, je l'ai dit tantôt, chaque pièce, quand on regarde autour de nous, chaque pièce a l'air unique et on a l'impression que derrière chaque pièce, il y a une histoire. Vous avez très bien vu la chose. Les histoires des objets sont des narrations de la vie. On ne crée pas pour créer. Un designer est censé innover permanemment. Il y a design que quand il y a innovation. Et l'innovation, c'est se projeter dans l'avenir. Ce qui existe déjà ne devrait plus être refait. C'est la base. Donc, penser demain étant aujourd'hui. C'est la base du designer. Et pourquoi le design qui était en Europe bordé par l'industrie, parce que le designer travaillait que pour l'industrie, ce qui était tout à fait normal. Et on s'était dit, est-ce que l'industrie est la seule pierre angulaire qui devait accompagner l'activité design? Le design, c'est de la conception, comme l'architecture. Ma réflexion a été très simple et m'a aidé. Je disais que nous n'avons pas suffisamment d'industrie. Si je voulais retourner un jour en Afrique, il fallait que ma conception s'appuie sur le savoir-faire artisanal. Je suis peut-être un des premiers à vouloir imposer ça comme mode de production. Je dis, le designer doit absolument travailler avec les artisans. Je ne l'ai pas inventé, hein, mais je sais que dans le temps, en Italie, comme dans les pays scandinaves, l'artisanat a joué un rôle prépondérant dans la production des objets et accompagné ou bien cadré par les designers. Je dis, pourquoi pas qu'on puisse venir en Afrique, proposer ce même système de production, de conception. Et depuis 30 ans, je m'évertue à le dire et à le montrer et à le faire, qui aujourd'hui porte ses fruits. Donc, je suis un peu fier de voir qu'on a su, un mouvement, on a su imposer le design en Afrique. Et voilà. Imposer le design en Afrique, c'est d'abord l'utilisation de certaines matières qui sont typiquement propres à l'Afrique. Est-ce que quelque part, ça donne également cette valeur ajoutée à nos produits? Parce que quand on voit cette table, on sait que la matière première est d'abord confectionnée par nos artisans et ensuite vient la magie du designer. Absolument. Comme je le disais tantôt, le designer n'est qu'un observateur. Okay? Le savoir-faire manuel est propre aux artisans. C'est l'œil du designer qui guide la main de l'artisan. Le designer n'apprend qu'une chose, savoir regarder, savoir observer, donc analyser. Son travail consiste à explorer les territoires. Un designer propose un univers selon ses prescripteurs, ce qu'on peut appeler les clients. Son rôle, c'est d'harmoniser, de voir, d'utiliser des matières qui sont disponibles à souhait. En Afrique, c'est vrai que les matières les plus naturelles, on les trouve ici. Mais en Europe, on s'évertue à créer de nouvelles matières. Le designer ne devrait pas avoir de limites dans ses utilisations de ces matériaux, en gros. Et il me paraissait important que le savoir-faire qui est déjà endogène, fort, devait être revitalisé avec les propositions du designer. C'est pour cela que j'ai presque abandonné les tables de dessin pour me consacrer à l'atelier, parce que l'atelier est une autre réalité. Et on ne peut pas imposer certaines choses aux artisans. Moi, je considère que les artisans, à la fin, ont été plutôt mes maîtres, alors que c'est l'inverse qui devait se proposer.
Très humble, hein, et c'est toujours plaisant de voir le designer, parce que l'appellation, je l'aime bien le dire, hein, parce que ce sont vos compatriotes qui le disent, vos compères, on va le dire ainsi, du monde du design. Vous avez participé à énormément d'expositions, que ce soit en Afrique, en Europe, à travers le monde. Vous avez amené le Mali sur le devant de la scène internationale. Parmi toutes ces expositions, parmi toutes ces rencontres, est-ce qu'on peut dire, sinon, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle vous a le plus marqué? L'une des expositions qui vraiment a marqué dans votre chair, vous a marqué dans votre chair, dans votre âme? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations, participer à beaucoup de salons, créer beaucoup d'objets. Je ne sais même plus combien on en a fait. Mais moi, je suis fidèle. Je suis un fidèle. La toute première exposition qui nous a révélé au monde a été la Biennale de Dakar, en Afrique. La Biennale de Dakar, au salon du design, beaucoup de nos compatriotes nous ont découvert. C'est vrai que j'ai eu la chance d'exposer avant en France, j'étais reconnu. Mais le simple fait que mes pairs africains ont reconnu que ce métier que nous embrassions allait peut-être révolutionner les choses. Donc je retiendrai que Dakar a été un révélateur puissant pour moi. Il y a eu bien sûr, en ce moment il y a Los Angeles, on était à Dubaï pour lancer des produits pour les Saoudiens. Il y a une grande marque française qui s'appelle Dôme. Tout ça sont des événements qui vous ancrent dans votre profession. Mais le coup de cœur reste quand même la Biennale de Dakar. La Biennale de Dakar, est-ce que ce coup de cœur vous a permis, parce que quand j'ai lu un peu sur l'homme, j'ai découvert que vous avez décoré pas mal d'ambassades, que ce soit au Mali, en Afrique, en Europe. Mais parmi toutes vos pièces, on sait que chaque collection chaque pièce vient d'une collection. Le nom de certaines collections, comment vous arrivez à réfléchir, à penser à ces noms? J'avoue que le nom est un problème pour moi. Si chaque fois vous créez, si vous avez dépassé des centaines d'objets créés, le nom va vous poser un jour problème. J'avais commencé par donner les noms des membres de ma famille. Que vous avez très vite épuisé. Ah oui, très vite. Les amis, tout le monde y est passé. Mais après, c'était des circonstances ou comment dirais-je, des histoires vécues. Mais l'objet qui m'a vraiment marqué, j'étais encore étudiant en design. Le tout premier objet que j'ai appelé Follow comme Kung Follow, comme Dim Follow, pour dire l'aîné, c'était un tabouret. C'était un concours lancé. Le concours, il fallait proposer une assise. Et moi, j'avais pensé qu'une pelle à neige, qui avait pratiquement une forme humaine, c'est-à-dire la protubérance de la pelle rappelait vraiment le corps humain. Je l'ai transformé en tabouret et ce tabouret a fait parler. Et il a été primé au salon et j'avais décidé de ne pas en faire deux. Et ce tabouret a lancé le ton et a montré l'état d'esprit dans lequel je confectionnais mes objets. Je disais que dans le temps, on faisait qu'avec ce qu'on trouvait. Parce que je sais qu'en Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la récupération, mais c'était une sorte de savoir-faire que le monde nous envie. Et ce savoir-faire, c'est l'art de confectionner sans gaspillage,
avec les matériaux disponibles du moment. On est fort dans ça. Il faut On le est reconnaître. très fort parce que c'est une création de nécessité et de survie. Et ça me plaît. Redonner vie et redonner, comment dirais-je, une autre vocation à un objet qui a déjà été utilisé me plaît beaucoup. Alors, depuis 10 ans, vous avez décidé de marquer votre retour au Bercail. Quand vous arriviez, vous aviez une envie, c'était de créer, je cite, un showroom didactique à Bamako où tout le monde pouvait voir les meubles, les objets, en discuter et parler déco. Aujourd'hui, après 10 ans, est-ce qu'on peut dire que ce rêve a évolué? Absolument. En fait, j'ai pas vraiment quitté le continent. Dès que j'ai commencé à créer, on a beaucoup de portes en Europe se fermaient sous nos yeux parce qu'on venait d'arriver sur le terrain. On parlait de façon condescendante à notre égard. On dit ouais, c'est pas pour sculpter, c'est pas pour voilà. On dénigrait le savoir-faire. La question première et fondamentale à laquelle j'ai vraiment essayé de répondre, c'est dit, mais pourquoi vouloir faire en Europe? J'ai dit, nous avons des savoir-faire, il faut venir produire. Et j'ai essayé de convaincre certains Africains pour leur dire que retournons au Bercail, il y a la possibilité de créer, il y a la possibilité d'expérimenter. Parce que le design, c'est avant tout une expérimentation. J'ai pas été suivi. Et quand on a vu que, bon, chaque fois, j'ai essayé de développer des concepts, le concept a pris, parce qu'on n'était pas nombreux, il faut le dire, et une écriture se détachait. Et cette écriture-là a permis de dire que le design contemporain Afrique existe. Et tout ça pour dire qu'il fallait croire à ce savoir-faire qui était presque moribond. En Europe, l'anecdote, en Europe, fait artisanalement voulait dire du luxe. Ici, ce n'était pas le cas. Pas du tout, on a une autre définition. Si on veut, artisanalement. Mais mon métier, ma conviction était de renverser la tendance. Est-ce que vous y êtes arrivé? Moi, je considère que oui, à partir du moment que mon travail a inspiré beaucoup de gens, ici comme dans le monde entier. Il faut croire que j'ai été beaucoup imité, même pour ne pas dire plagié et copié, par des grands groupes européens. Je ne dirais pas de nom, mais ça a fait beaucoup de tollé. C'est une façon de vous reconnaître aussi. Sans vraiment dire qu'effectivement, nous avons eu tort de vous traiter ainsi quand vous étiez sous la main. Voilà. Aujourd'hui, j'ai cette fierté de dire, dans beaucoup de plus grands musées du monde, les objets fabriqués dans les rues de Bamako y trônent. Et dire aussi qu'il y a une vision dans laquelle on voulait nous mettre, on a fait exploser ces carcans et ces murs. Dire que l'Afrique a sa modernité. L'Afrique a son avenir qu'elle peut décider. Et sa vision, elle est universelle. Donc, utiliser ces positionnements, ces statuts, nous permettait de voir autrement nos propres objets. Mon travail consiste à montrer aux jeunes générations que tout est faisable, tout est possible ici dès qu'on peut. Tout est faisable, tout est possible ici dès qu'on peut. Nous allons marquer une petite pause, histoire que peut-être aujourd'hui c'est le réalisateur qui va nous servir le thé. Hein? Ah bon? Oui, alors le concept de l'émission, c'est un thé avec. Donc je ne sais pas si vous prenez du thé, vous le prenez? Oui, tous les sucré, soirs. Hein? Un peu moins, parce que voilà, je prends le café sans sucre, le thé sans sucre. Ah, mais c'est pas grave. D'accord, donc nous allons trinquer au design, nous allons trinquer au fait que lorsqu'on rêve et qu'on ose réaliser nos rêves,
tout est possible. Bien sûr. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. De retour sur le plateau NT avec aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité le designer. Retenez bien le nom, c'est pas designer simplement, mais c'est le designer Cheikh Diallo qui a réussi à amener le Mali sur la scène internationale, qui a réussi à amener le Mali sur toutes les scènes, on va le dire ainsi. Alors, nous étions au fait de parler, de se dire que tout est possible. Aujourd'hui, nous reconnaissons Cheikh Diallo. Le Mali reconnaît Cheikh Diallo parce qu'il faut le dire, année de la culture. Et vous êtes le tout premier parrain de cette année, on va le dire ainsi, mois de février, vous êtes le premier parrain désigné. Alors, une telle consécration, comment vous l'avez apprécié? Surtout que quand on sait que le design, ce n'est pas un métier très très connu ici au Mali. Moi, je suis fier d'être désigné comme parrain du mois de février de l'année dédiée à la culture. C'est un honneur parce que ça fait peut-être 40 ans que j'exerce. J'ai eu cette chance d'être reconnu mondialement pour rester humble. Il me plaisait de transmettre parce que je pense que c'est l'esprit de la transmission qui a amené beaucoup de choses. Là où j'habite, là où je dors, là où je travaille, est une école. Il m'arrive d'inviter des jeunes artistes, la porte est ouverte, d'initier des cours ou des conversations ou des masterclass gratuitement parce que je sais que demain sera difficile si on n'est pas formé. Et le design est un outil formidable, un vecteur même de l'économie parce qu'on se dit qui ne produit rien ne peut pas s'enrichir. Difficilement. Voilà. Donc, produire, créer, c'est bien. Vendre, c'est une chose. Acheter, vendre n'est pas une activité plénière. Mais créer, produire, faire de la valeur ajoutée, je pense que c'est une voie qu'on devrait emprunter et ardemment emprunter. Parce que derrière la production, beaucoup de choses peuvent s'accrocher. La création est une sorte de locomotive qui tire pas mal de wagons. Et le design est au cœur de l'économie. Vous voyez, tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne ont été créés, fabriqués et produits par des entreprises à la tête desquelles souvent on trouve des designers. Ça donne à réfléchir. Je dis, vous enlevez le design, il ne resterait pas grand-chose. Mais on consomme design sans le savoir. Vous rentrez dans une voiture, vous dites, tiens, ça vient de l'usine. Mais dans l'usine, il y a des producteurs, mais la voiture était conçue avant.
Avant, effectivement. Vous vous habillez, du textile à la chaussure, vous nous regardez. Tout ce qui nous entoure, derrière, il y a un designer ou il y a un créateur. Absolument. Donc, il est temps que ce truc qui est vraiment inconscient dans nos têtes devienne conscient. Devienne conscient, qu'on se rend compte que c'est bien de savoir détecter des savoir-faire et de les valoriser. Le ministre de la Culture a cru bon que ce message que je diffuse depuis des années dans différents pays avait son impact ici. Donc c'était un coup d'éclairage qu'il voulait faire sur mon travail de designer et de guide. Il faut dire, je en profite, que j'ai été depuis 2004 le président de l'association des designers. On l'avait créé à Dakar. Et mon rôle était de dire dans tous les pays où l'occasion se présentera que créer une activité autour du design permet d'aller plus loin en termes d'innovation et en termes de projection. Vous avez tiré les mots de ma bouche, hein. J'allais même en venir, les projections. Quels sont les futurs projets du designer Cheikh Diallo? On sait que la porte est ouverte aux jeunes, aux apprenants. Vous êtes même consultant, hein, pour la petite histoire. Vous êtes formateur aussi. Alors, pour les projets à venir, est-ce que on sera encore plus fasciné lorsqu'on va aller voir les expositions du designer Cheikh Diallo, parce que j'ai l'impression, ça donne souvent à réfléchir. Quand on regarde une pièce, on se pose des questions, mais on ressort toujours avec les yeux pleins d'étoiles. Okay. La projection qui me tient plus à cœur, c'est de créer une entité design, un pôle design dans ce pays, qui permet tout simplement de connaître le design et comme outil. Et c'est vrai que le design n'est pas que du spectaculaire. Dans la médecine, les designers peuvent réfléchir dans tous les domaines. Voilà. Et inciter la population, les fabricants, les décideurs, ainsi que les consommateurs, au sens large du terme, à apprécier ce qui se fait ici. Le design n'est pas autre chose qu'un prétexte de rapprochement. Un objet, quand il est beau, il facilite, il accommode la vie. Et derrière ce message-là, c'est comment rendre heureux les gens. L'objet peut le permettre. C'est un accélérateur de rencontres, on va dire comme ça. Et mon rôle, c'est de diffuser cette information pour que ça soit le plus partagé possible. Et apprendre à observer, apprendre à regarder aux jeunes apprenants. Donc un lieu, au vrai sens du terme, un lieu qui permet tout ça devrait exister. Si on veut que le design devienne un pilier de la production et de la création contemporaine dans ce pays. Merci beaucoup, hein. Merci, et on va souhaiter bon vent, on va dire bon courage, surtout parce que pour faire des créations, autant d'imagination, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. C'est ta vie, c'est la vie, parce que créer, c'est vivre. Absolument. Créer, c'est partager, c'est exister. Et moi, je ne sais pas faire autre chose dans la vie que ça. Il n'y a pas un lieu pour créer. Et pas un moment pour créer. Toute ta vie, ton cerveau est en ébullition. Toute ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois penser demain aux autres. Faire attention. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Je crois que quand on est dans ce métier, on ne décide pas de créer. On vit la création.
Merci beaucoup. Et c'est sur cette note, vivre la création du designer, le designer Cheikh Diallo, qui nous a fait plaisir de nous recevoir à Chelou. J'arrive enfin, on va le dire ainsi. Merci à l'équipe de production à la tête de laquelle se trouve Moussa Cholo Touré. Je pense notamment à nos cadreurs Mamadou Diallo, Moussa Niang. J'oublie pas l'ingénieur son, Seriba Doulia. À très vite sur Advance TV pour d'autres numéros de votre émission NT avec.